ce moment, la grosse crise qu'on vit, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de se dire « Moi, mais à quoi ça sert finalement, vu que les mers vont monter de toute façon? » Pour moi, le pessimisme, ça me sert pas. En fait, ça sert à personne, jamais. Simon Côté, bonjour. Salut Hugo. Merci beaucoup d'être là. C'est vraiment un plaisir. Simon, tu as fait des études universitaires en sciences politiques, en relations internationales et en droit. Tu es un militant écologiste, je pense qu'on peut dire ça. Oui. Tu as 32 ans et tu es le coordonnateur général d'Arbre Révolution. Tout à fait. Dis-moi, comment t'en es venu? Ça a été quoi le déclencheur sur la question écologique? Sur la question écologique en particulier, parce que je pense que j'étais déjà à ce moment-là déclenché au niveau de mes convictions sociétales, on va dire. Mais au niveau environnemental, je pense que ça s'est plus fait quand j'ai été enrôlé chez Greenpeace à Montréal pour faire de la sensibilisation au porte-à-porte, dans le fond. Moi, j'étais avec l'équipe porte-à-porte, fait qu'on était vraiment confrontés, si on veut, ou mis au défi de convaincre des gens, puis surtout d'avoir leur point de vue, de voir un peu comment est-ce que monsieur, madame, tout le monde réagissait par rapport aux enjeux de Greenpeace. Puis à l'époque où j'y travaillais, l'équipe était vraiment... on était choyés, là. On avait des séances de briefing de l'actualité environnementale à chaque début de journée de travail, qui commençait toujours vers 3-4 heures, parce que le porte-à-porte, ça se faisait en soirée. Donc, on passait là, 45 minutes, 1 heure à parler de l'actualité environnementale. Donc, c'est sûr que ça a été une grosse injection d'informations. Puis, on faisait le tour des grands médias aussi, des médias internationaux. Chacun amenait une nouvelle. Donc, c'était super intéressant là-dessus. Pour que quand on arrive devant les portes et devant les gens, on ait au moins les dernières nouvelles en lien avec l'environnement. Puis, il fallait aussi développer sur les campagnes de Greenpeace. Donc, individuellement, si tu voulais faire un bon travail, il fallait que tu les connaisses sur le bout des doigts quand même. Donc, il y avait la campagne forêt, la campagne climat, la campagne nucléaire, il y avait la campagne alimentation aussi avec le poisson. Donc, ça a été vraiment là où j'ai plongé dans le bain au niveau de l'environnement, clairement. Si tu reviens en arrière, avant Greenpeace, parce que t'es pas allé à Greenpeace pour rien, est-ce que tu es capable de trouver le moment où Simon, peut-être enfant ou adolescent, a eu un déclic, a fait « OK, moi, il y a quelque chose que je veux faire. » Oui, j'y ai pensé un peu dans les derniers jours. Puis le déclic, c'est vraiment quand j'écoutais Anti-Flag, le groupe punk rock, au moment où il y a eu les attentats du World Trade Center. Je me rappelle très bien, j'avais 15 ans, j'étais en secondaire 3. Il est arrivé cet événement majeur-là. Puis là, je me suis mis à écouter des groupes de musique un peu plus politiques, dont Anti-Flag, qui était comme très anti-système, à l'extrême. Puis moi, je me suis nourri de ça beaucoup. Puis tout de suite après, ben là, secondaire 4, je me suis mis à faire de la radio étudiante. Là, j'étais très impliqué au niveau du souverainisme. J'étais indépendantiste. Puis j'animais une émission de radio de 100% de musique québécoise. Fait que je suis en secondaire 4 déjà. Fait que là, il y avait comme... On voyait que je commençais à prendre des couleurs, là. Puis après, c'est arrivé le cégep. Là, j'ai rencontré des profs. Je m'en allais en histoire quand même au début, puis j'ai rencontré des profs de politique, puis d'actualité politique. Puis ils m'ont vraiment touché pas mal plus que mes profs d'histoire où on parlait de pharaon, puis tout ça. Je me suis rendu compte que c'était pas assez immédiat comme information. Ouais. Fait que si je comprends bien, pour toi, il y a un lien entre le système qui est le nôtre et l'état de la planète. Complètement, oui, c'est un égal un. On consomme plus de ressources que ce que la Terre est capable de générer en une année. Puis l'humanité, on dirait, ou le genre humain a une tendance à toujours voir plus loin, une tendance à développer des nouvelles technologies, une tendance vraiment à... Mais on est flanqué d'un système économique qui favorise le déséquilibre des pouvoirs et la concentration de la richesse. Fait que ce côté génie de l'homme, là, de l'humain, sur les technologies puis vraiment l'innovation, est vraiment mal servi par un système. Tu sais, je pense que moi, c'est ce qui me rallie, c'est ce qui me bâtit un optimisme. C'est le côté innovation, le côté quête du savoir. Je pense qu'il est comme vraiment, moi, qui me donne beaucoup foi en l'avenir.
Mais le système capitaliste crée des dérives puis fait en sorte que les bonnes notions, les bons cerveaux, si on veut, ou les bonnes idées sont pas vraiment développées pour le service, au service de tous. Ça change, je pense, notre rapport à l'universel. Ça change notre rapport aux autres beaucoup. Ça crée des opportunités de se rencontrer, je pense, puis de travailler ensemble pour quelque chose de commun, ça c'est clair. Ça peut fédérer les gens de partout sur la planète pour une seule et même cause, qui sera probablement la première fois de l'histoire qu'un Asiatique de Bangkok ou un Nord-Américain du Michigan soit en action pour la même chose. Dans tes termes, la crise climatique, c'est quoi? Selon moi, c'est sûr que, selon tout le monde, je pense que la crise climatique, ce sont des événements environnementaux clairs où il y a des dérèglements, puis il y a vraiment des changements de comportement au niveau météorologique. En ce moment, la grosse crise qu'on vit, c'est... il y a des gens qui sont en train de se dire, moi, mais à quoi ça sert finalement, vu que les mers vont monter de toute façon, t'sais? Je pense que la grosse crise est là, puis je pense qu'on va passer à travers, mais il y a une crise au niveau de l'existence, de notre existence, de l'humanité sur Terre. On ne sait pas, il y a des gens qui ont perdu leur repère au niveau de leur rôle dans l'histoire, comme s'il fallait tout sauver maintenant. Moi, j'adhère pas vraiment à la pensée de la fin du monde et tout ça. Je suis vraiment pas dans cette... jouons notre rôle ici, puis les autres vont poursuivre le travail, puis on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans 2000 ans. Là, on va être encore là, les humains. Là. Ça va être différent, là, puis ça soit plus inégalitaire, plus égalitaire, on ne le sait pas. Mais de là à dire que c'est aujourd'hui que ça se passe, la croisée des chemins pour l'humanité, moi, je trouve que ça ne nous sert pas. Ça ne te convient pas? Ça ne me convient pas du tout. Non, je trouve que c'est un excès d'égocentrisme, puis c'est vraiment des côtés de l'humain qui est un de ses défauts, en fait. C'est de toujours penser qu'il est au centre de tout. Comme là, c'est comme si on se disait que l'humanité, actuellement, est au centre de l'histoire. Là. Puis c'est le tipping point, le moment où le basculement, où il faut que ça se passe maintenant, sinon c'est irréversible. Tous ces mots-là, moi, ça me rejoint pas du tout. Là. Je suis comme, j'embarque pas là-dedans, vraiment. C'est pas ça qui te met en route. Parce qu'on a l'impression que c'est ça qui se passe, les organisations militantes, les organisations écologistes, les médias aussi reproduisent ce discours-là alarmiste. Oui, mais c'est pas... Toi, c'est pas ça qui te met en route. C'est pas ça qui me met en route. Je pense que ça empêche les gens de se mettre en route aussi à certains égards. Je pense que ça crée un surpoids sur les épaules de personnes qui n'en ont pas besoin de plus. Ça montre un tableau parfois insurmontable à des gens qui seraient prêts à faire un premier petit pas vers la bonne direction, mais qui, si on leur met un tableau alarmiste, ils se démobilisent, se démoralisent un peu. Moi, je pense que le risque est vraiment c'est vraiment ça, c'est de créer un contexte où il va falloir absolument... c'est comme si on demandait à tout le monde de se surpasser en même temps. Ça peut pas arriver, ça. Ça marche pas comme ça. Parle-moi de vos activités concrètement. Qu'est-ce que ça fait, Arbre Évolution? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre projet? Bien, la colonne vertébrale d'Arbre Évolution, c'est le reboisement social. C'est un programme qu'on a mis sur pied il y a 5 ans. Juste ça, il faut que tu me l'expliques. Ouais. Reboisement social. Ouais. Pourquoi tu mélanges les arbres et le monde? Bien, justement parce que un arbre, ça fait tellement plus que séquestrer du carbone. Le carbone, c'est une façon d'entrer en dialogue avec les entreprises, avec les citoyens qui vont à Cuba ou qui émettent des GES. C'est une façon d'avoir un lien d'affaires avec eux. Mais une fois qu'on a ce lien d'affaires, que l'argent est transigé, qu'on a l'arbre, qu'on le plante, là, le carbone, oui, mais tout le reste est important. Et c'est là que le côté social est central dans nos activités. De là, le programme de reboisement social, c'est que l'arbre va générer une plantation qui va protéger les infrastructures municipales du vent, qui va stabiliser les bandes riveraines pour purifier un cours d'eau, qui va rassembler des gens d'une communauté, que ça faisait longtemps que c'était pas rassemblé pour quelque chose dans un village. Là, autour d'une plantation, ça va faire sortir les élèves de l'école pour venir planter les arbres.
Ça va créer des niches écologiques. Il y a vraiment ça va créer des îlots de fraîcheur dans des endroits où il fait trop chaud l'été parce qu'il manque d'espace vert. Ça crée des boisés publics où les gens peuvent circuler à l'intérieur de ces boisés-là dans quelques années. Donc, il y a vraiment l'arbre qu'on plante, la retombée sociale est primordiale. Parce que c'est une de nos façons aussi de garantir la pérennisation, de pérenniser nos plantations d'arbres, c'est qu'ils répondent à des besoins sociaux. C'est un peu le pari qu'on a pris chez Arbre Révolution, c'est qu'on a beau avoir le protocole le plus vérifié, le protocole le plus juste au niveau de la recherche, au niveau de la science, mais si ton arbre ne répond pas à des besoins sociaux, il y a des moins bonnes chances qu'il passe les 50 années, au moins les 50 années de croissance dont il a besoin de passer pour répondre à son engagement carbone. Donc, en répondant à des besoins sociaux, l'arbre va, de notre point de vue, être là plus longtemps. Il y a quelque chose dans votre projet qui repose sur le bon vouloir ou la participation de l'entreprise privée, chose réputée assez difficile à faire ou voire impossible. C'est quoi exactement le mécanisme? J'aimerais des fois vraiment comme avoir une clé USB, m'a pluguée dans la tête, là, puis donner ça à des gens sur ce qui s'est passé depuis 4 ans chez Arbre Révolution, parce que je pense que ça répondra à beaucoup de questions. Ça rassurerait les gens aussi sur le cours des choses. Parce qu'il y a 4 ans, 4-5 ans, on était moins connus. Donc, c'est nous autres qui approchions les entreprises pour les convaincre de nous donner des fonds pour planter des arbres en leur nom. Mais depuis 2 ans, là, il y a un tournant qui s'est produit. Là. Les entreprises viennent à nous constamment. Depuis 1 an, là, depuis 2 ans, on voit le changement, mais depuis 1 an, chaque semaine, j'ai des entreprises qui m'écrivent ou qui m'appellent pour s'associer pour planter des arbres. À un point où on se demande, on est capable de planter tous ces arbres-là pour ces entreprises-là. Il y a vraiment un éveil qui se passe au niveau des citoyens corporatifs, si on veut, des entreprises PME, beaucoup des PME. Parce qu'on est aux premières lignes. Arbre Révolution est aux premières lignes des changements climatiques, c'est-à-dire, du moins, on est aux premières lignes des solutions et des actions en lien avec la lutte au changement climatique. Donc, on est comme le récipient de beaucoup de volonté, qui se transmet en argent, mais on est quand même on est un catalyseur. Là. Non seulement on reçoit des fonds pour planter des arbres, mais aussi les communautés viennent en masse planter. Là. Puis si on revient dans l'erreur boréale 1999, Richard Desjardins, on se rendait compte que les forêts étaient clear-cutées, étaient coupées à blanc. Est-ce que Arbre Révolution ne pourrait pas reboiser ces forêts-là de manière plus responsable, puis en faisant tout ce que vous faites ailleurs? Je dirais que c'est pas notre objectif, non. Je pense qu'il y en a d'autres qui font déjà ça très bien, en fait. Mais la forêt publique, les terres de la couronne, c'est régi là, de façon assez stricte par les différents ministères. Donc, une entreprise qui coupe doit payer une entreprise sylvicole pour venir replanter. Les reboiseurs de demain, il y a plein d'entreprises rebois-tech là, qui existent. Où là, c'est vraiment une façon de faire qui est, à certains égards, très ancienne, très rétrograde, où on va planter seulement 1 ou 2 essences d'arbres, des toutes petites arbres. Des monocultures qui vont pousser des monocultures vite. Pour les recouper dans 40 ans. Arbre Révolution, on choisit nos combats. Ça, c'est pas notre combat. On espère que ça change, mais on commencera pas on peut pas être sur tous les fronts, donc il faudrait commencer à créer un lobby sur le ministère des Forêts pour qu'il change sa façon de gérer le territoire forestier. Puis ça, c'est pas c'est pas notre spécialité. De plus en plus rares seront les entrepreneurs qui vont être à l'aise personnellement avec la philosophie de production à l'infini, de générer plus de ventes, puis de récolter plus de ressources. Je pense que le paradoxe moral est de plus en plus fréquent dans la tête des éco-entrepreneurs, des entrepreneurs. De là, l'expression éco-entrepreneur, je pense, donc des nouveaux entrepreneurs qui ont des ressources, ont certains pouvoirs d'action, s'engagent dans la bonne direction. Qu'est-ce que le Québec ne fait pas par rapport à la crise climatique? Je crois que le Québec fait ce qu'il peut dans une démocratie électoraliste, dans le sens où on voit très bien la CAQ là, avec le troisième lien,
avec les changements climatiques. C'est pas eux qui parlent vraiment, on dirait, c'est les votes ou c'est vraiment la façon dont vont voter les gens dans 3 ans qui parlent. Des fois, je trouve que ça crève les yeux. Des fois, c'est moins évident. Donc, ce qui manque aux élus ou à l'État québécois, c'est de surpasser cette dynamique-là. Qu'est-ce que tu attends du politique comme citoyen écologiste que tu es? Hey boy! J'attends l'impensable, j'attends l'improbable. Mais ça sert à quoi d'attendre ça, tu sais? Qu'est-ce que j'attends? J'attends pas grand-chose de personne tant que ça, je t'avouerais. C'est pas quelque chose qui me préoccupe tant que ça. Je m'informe, je reste très politisé, puis je suis le genre de gars qui peut aussi s'enflammer dans une discussion en lien avec la politique puis ce que nos élus font. Mais ça m'altère pas dans mon ambition, dans mon optimisme. On dirait que c'est comme... Ça vient pas du tout ébranler ça. Mm-hmm. T'attends pas que ça vienne du politique. Non. Votre réponse à Arbre Révolution, puis dans tout ce que vous faites, c'est de dire communautairement... Arbre Révolution, dans son modèle d'affaires, il y a une réponse là. Le modèle d'affaires d'Arbre Révolution est indépendant des subventions publiques depuis le début. Puis moi, j'ai donné cette teinte-là à Arbre Révolution parce que, personnellement, je trouvais qu'il y avait tellement une perte d'énergie, puis une perte de temps, puis l'État, quand il donne de l'argent, il s'immisce dans ton projet, il veut le standardiser, il veut le conformiser. Souvent, c'est comme ça fait partie de l'appareil bureaucratique. T'sais. Donc, plus tu es autonome de ça, mieux c'est. Arbre Révolution, on est complètement autonome de ça. Nous, les gens avec qui on discute, c'est les PME, les entreprises privées. J'adore discuter avec ces gens-là. Je suis un gars qui est économie de marché. J'ai déjà été sûrement communiste ou sûrement socialiste, en tout cas. J'ai déjà beaucoup vénéré la Russie des années 20, mettons, en sachant pas du tout de quoi il s'agissait. Mais j'étais à l'UQAM en sciences politiques, fait que veux-tu? Mais je trouve que l'économie de marché permet la créativité, permet la beauté. Je trouve que les PME québécoises sont belles, la plupart. Ils m'impressionnent, les gens qui sont derrière ça, les éco-entrepreneurs qui veulent faire une différence. Ils le font pas juste parce qu'ils veulent augmenter leurs ventes. Là. En tout cas, tous ceux à qui on discute, c'est pas la raison pour laquelle ils viennent chez Arbre Révolution. Les entreprises viennent chez nous parce qu'ils veulent faire quelque chose pour le bien commun. Ils ne viennent pas ici parce qu'on leur donne une garantie d'articles dans les médias, puis une retombée publicitaire calculée. Là. Pas du tout. Donc, c'est vraiment... Puis je parle à des éco-entrepreneurs, des gens qui ont 10, 15, 20 employés, des fois 100, 150 employés, qui ont une vision des choses, qui sont préoccupés par l'avenir, qui ont des enfants qui vont à l'école, qui sont dans un paradoxe aussi de production, de vente, et qui sont pas très bien avec ça, puis qui disent, bien là, qu'est-ce que je peux faire pour faire une différence? Dirais-tu qu'une partie de la solution à nos problèmes, parce qu'on en discute souvent avec nos têtes dans l'abstraction, dirais-tu que la solution va venir du mouvement, puis de toucher les choses, d'être dehors? Mais je pense que si on veut réunir le plus grand nombre, oui. Parce que les gens qui sont touchés par des choses, des gens qui constituent la majeure partie de la population, tu les toucheras pas avec des discours, tu vas les toucher avec des actions. De toute façon, les discours aujourd'hui se rendent difficilement quand même jusqu'aux gens, je trouve, via tous les filtres médiatiques qui existent. Puis je trouve vraiment que tu vas les toucher avec des actions. Puis c'est ce qu'on fait avec nos plantations d'arbres. On va vraiment faire sortir des gens de chez eux pour qu'ils viennent planter des arbres. On se parle de changement climatique. Quand est-ce qu'ils parlent de changement climatique, ces gens-là? Les gens de Saint-Liboire, là où on arrête de tanker parce que c'est pas cher, okay? En venant de Montréal ou en allant à Montréal. On a fait une plantation à Saint-Liboire, puis ils étaient fiers de leur plantation, puis ils voulaient des arbres, puis ils étaient contents puis là, on a fait un article de presse, on a parlé de ça dans la presse régionale. Il y avait une fierté collective de se rassembler pour planter des arbres. Autant les employés des travaux publics ou le préposant à l'entretien, que le maire, que les citoyens, tout le monde était sur la même longueur d'onde pour planter des arbres en lien avec les changements climatiques. C'est beau, ça. Puis c'est vraiment, je pense, c'est des événements comme ça que les collectivités ont besoin.
Y a-tu une communauté ou un peuple présent ou passé qui t'inspire, qui te J'ai donne du réfléchi à courage? ça, puis non. Y a rien de... Il n'y a aucune société qui m'inspire le plus que celle dans laquelle je vis actuellement. Je connais pas tant les autres sociétés de toute façon, mais moi, je trippe dans ma vie ici à faire les choses comme on essaie de les faire. Je pense qu'il y a énormément de défis dans notre société, comme il y en a eu dans d'autres sociétés ou comme il y en a ailleurs sur la planète sur d'autres niveaux. Donc, je serais pas ailleurs, je vivrais pas autrement, mais je pense que ma personnalité de vouloir être dans l'action, de vouloir comme prendre une place, puis de faire une différence collectivement avec un projet comme Arbre Révolution, a vraiment un terreau fertile ici, là, au Québec. Je crois qu'on a une liberté qui est fantastique. On a des entrepreneurs, des entreprises qui ont de la vision, qui veulent travailler main dans la main, puis qui veulent aussi produire et générer des actions. Donc, moi, je trouve on est choyé à ce niveau-là. Puis au niveau des modèles de consommation, consommer local, comme j'en reviens un peu au fait qu'on vit dans le Bas-Saint-Laurent, une société, si on veut, du bas du fleuve, en quelque sorte. J'aimerais ça que ça s'entérine davantage, ça, que ça se consolide plus, qu'on territorialise un peu nos interactions économiques. Ça serait vraiment gagnant pour tout le monde, je pense. Qu'on développe une manière d'être dans le Bas-Saint-Laurent, puis de transiger entre Ça peut nous. s'appeler Bas-Saint-Laurent, peu importe. Tu habites ici, tu as des gens qui produisent et qui récoltent des ressources autour de toi. Idéalement, c'est avec ces gens-là que tu transiges. C'est avec ces gens-là que tu construis ta maison, dans le meilleur des mondes. Donc, je pense que si on revient un peu à ce principe-là, on se rapproche d'une société qui, à mes yeux, serait idéale. Avec toujours l'espoir de la technologie qui peut nous amener des nouvelles solutions, qui peut, comme on pense par exemple aux voitures électriques. Bon, il y a un certain dilemme parce que la batterie, les terres rares, le lithium, tous ces métaux-là qu'on a besoin pour faire les voitures électriques, dans le bilan environnemental de la production d'un véhicule électrique versus la production d'un véhicule normal, il n'y a pas grand gain. Mais ça, c'est considérant qu'on n'est pas capable de recycler la batterie. Donc, à partir du moment où on est capable de recycler la batterie, on vient de faire un gain significatif. Moi, j'ai espoir que d'ici 5 ans, on va l'avoir trouvé, la solution. Je regarde, juste il y a 20 ans, on n'avait même pas... on avait à peine Internet fonctionnel. Là, il y a 5 ans, j'avais pas de cellulaire. Fait que c'est comme... c'est un peu fou. Là. J'ai comme... Ça me donne espoir. Il y a beaucoup de monde qui travaille sur les questions écologiques qui sont découragés souvent. T'sais. Toi, y a-t-il quelque chose qui te décourage? T'es-tu découragé des fois? Perds-tu espoir? Non. Ça m'arrive pas, ça. Puis j'ai confronté beaucoup de gens que ça les a... J'ai été très impliqué dans Coule pas chez nous, c'était Paléoduc. J'ai vraiment été au cœur de ça. Donc, j'étais entouré de militants écologistes. Puis, je trouvais qu'il y en a qui étaient durs avec eux-mêmes quand même. Je comprenais que certains puissent flirter avec la dépression parfois. Je trouvais que ça devait être lourd de porter cette charge-là quotidienne, de devoir absolument faire la différence. En fait, moi, j'ai pas besoin d'avoir cette charge-là, de me projeter dans un contexte alarmiste pour être efficace et productif. Il y a des gens peut-être qui ont besoin de ça. Moi, personnellement, j'ai pas besoin de ça. J'ai l'esprit productif à la base. Peu importe dans quelle société j'aurais été, peu importe dans quel moment de l'histoire, je pense que cet esprit-là aurait de toute façon dominé mes actions. Dans mon but de vraiment être enligné sur générer des idées puis de l'action, pour moi, le pessimisme, ça me sert pas. En fait, ça sert à personne, jamais. Donc, c'est sûr que ça permet peut-être d'arrêter un peu, de dire « Oh, je m'en vais dans la bonne direction, il faut que je fasse un peu, il faut que j'aie un peu d'esprit critique quand même, puis que je challenge certaines affaires, oui. Mais plus que ça, on va dire
le pessimisme ne sert pas à personne, et surtout pas les esprits qui veulent être productifs. Pour finir, Simon, quelle disposition, qu'est-ce que tu essaies de transmettre, mettons, à tes enfants comme disposition pour être des citoyens du 21e siècle? Moi, je vais vraiment... Je le fais, hein, ils sont jeunes encore, mais je pense que le monde qui les attend est quand même un monde d'incertitude. Et on sait pas, c'est assez imprévisible. On ne sait pas exactement comment la météorologie va fonctionner. On le voit à chaque année, ça semble être exponentiel, la fonte des glaces, les sécheresses. Donc, clairement, c'est l'incertitude qui s'en vient. Donc, moi, je vais vraiment miser sur la polyvalence, essayer de leur donner le plus d'outils possible pour qu'ils sachent le plus de choses possibles. Si on fait face à l'incertitude de plus en plus, aussi bien avoir une boîte à outils bien garnie pour avoir toujours l'outil qu'il faut pour rester optimiste puis penser des solutions. Si on se cloisonne avec un seul et même outil, puis ça donne que c'est pas lui qui fonctionne dans 10 ans, il va falloir que tu recommences à zéro, tu sais. Pour nos communautés, ça varie pas mal, je pense. Il y a des communautés où ça va moins changer au niveau du fonctionnement écologique, au niveau du comportement du territoire. Il y a d'autres communautés où c'est déjà en train de complètement bouleverser le mode de vie. On pense à des îles notamment ou des régions côtières qui, je pense, sont les plus impactées actuellement. Certainement, des régions agricoles vont devoir changer leur façon leur mode de vie, clairement. Donc, je pense que cette question-là, par rapport aux communautés, c'est très variable, dépendamment de comment la communauté fonctionne avec son territoire. Je t'avais demandé, Simon, de trouver un texte qui te donne du courage ou qui t'inspire au quotidien. C'est un des paragraphes d'une chanson d'Anti-Flag que j'écoutais à l'époque qui s'appelle « We are coming back ». Puis ça dit « Hold on a little longer, try a little harder, till we all belong together, till the end ». Puis je l'ai relu récemment, je me dis « Mon Dieu, ça fait tellement de sens ». C'est comme « Hold on a little longer », désespère pas, tu sais, continue, aie foi. Try a little harder, c'est comme... Botte-toi un petit peu les fesses quand même. Assis-toi pas sur tes lauriers, là, on s'entend que... Puis, till we all belong together, il y a l'aspect d'unité, le côté universel, jusqu'à la fin, en fait, si fin il y a. Fin, il n'y aura pas. Jamais de fin. Merci beaucoup, Simon.